Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. 1er décembre. Il était 9h30 du matin. L'inspecteur Nathan Bloom se trouvait dans la salle d'attente du docteur Masson. Il accompagnait ses deux fils, Léo et Valentin, tous deux atteints par une mauvaise grippe. D'ordinaire, c'était Emma, la femme de l'inspecteur, qui s'occupait de ce genre de choses. Mais cette dernière avait dégoté un nouveau travail dans une petite agence de publicité de la ville. Afin d'amener les enfants voir le médecin, l'inspecteur avait pu négocier d'arriver en retard auprès de son supérieur, le commissaire Tassier. Il faut dire que les deux hommes de loi avaient fini par nouer des liens très solides depuis la sordide série de meurtres qui avait secoué Marmottin du 1er au 24 décembre de l'année 2017. Des événements atroces qui hantent encore les mémoires de nombre de Marmottanais et qui ont d'ailleurs poussé certains d'entre eux à quitter le village pour tourner la page. Dans la salle d'attente où résonnait le tic-tac incessant d'un coucou suisse, Léo et Valentin jouaient au Lego, le nez coulant, ponctuant leurs phrases de quinte de tout, tandis que l'inspecteur Bloom observait les deux enfants, songeurs. Cela faisait maintenant 2 ans. 2 ans jour pour jour depuis le premier meurtre de cette série qui semblait ne pas avoir de fin. L'inspecteur s'en souvenait comme si c'était hier. Il se remémorait le coup de fil qu'il avait tiré hors de son sommeil le 1er matin de décembre. Il repensait à la tête du maire de l'époque, Michel Rotard, qu'on avait retrouvé au sommet du sapin de Noël de l'hôtel de ville. Il repensait aussi à Richard et Francis Darmin, à Élisa Meunier et Nicolas Boglov, qui croupissaient maintenant en prison. Il se remémorait toutes leurs victimes. L'horrible créature qu'avaient invoqué les responsables de tous ces méfaits. Le Yundra, cette sorte d'immense yéti qui se déplaçait dans le blizzard, arrachant la tête des malheureux qui croisaient sa route, sur ordre de Boglov. L'inspecteur repensait aussi à Alias, l'ancien agent de la DGSI, et, bien entendu, à Bennett. Andrew Bennett, l'homme à l'étrange porte et à l'écharpe virevoltante, au long manteau qui lui descendait jusqu'aux chevilles. À Bennett, le gardien de la bibliothèque des livres interdits. Lui et l'inspecteur avaient joué au chat et à la souris durant plusieurs semaines, avant de devenir amis. Ce n'était qu'en travaillant ensemble qu'ils avaient pu empêcher le déchaînement final du Yundra et arrêter Nicolas Boglov. L'inspecteur Bloom se demandait où pouvait bien être ce curieux personnage qui avait débarqué au milieu de tout ce bordel qui remuait le village. Il faut dire qu'Andrew s'était volatilisé lors du réveillon de Noël qui se tenait chez les Bloom. Le repas de fête avait été interrompu par l'arrivée de Rico, un corbeau doté de la parole qui s'était avéré être un ami d'Andrew. Le volatile avait fait le trajet jusqu'à Marmottin pour annoncer un décès à l'homme à l'étrange porte. Bennett était parti précipitamment pour se rendre dans la ville de Windblow, et il n'avait dès lors plus donné de nouvelles. Dans un premier temps, l'inspecteur Bloom et le commissaire Tassier voulurent lancer une enquête pour disparition inquiétante, mais ils en avaient été dissuadés par Alias, l'ex-agent des renseignements. Disparition inquiétante d'un homme qui a plus de 100 ans et qui en paraît 20, qui a le pouvoir d'invoquer une porte indestructible et de se téléporter aux 4 coins du monde, vous allez passer pour des guignols, avait-il dit, avant d'ajouter. Je connais Andrew depuis de nombreuses années. Ça lui arrive souvent de ne plus donner de signes de vie, des mois durant parfois même. Ne vous en faites pas, tôt ou tard il reviendra. Il revient toujours. La rêverie de l'inspecteur fut interrompue par l'arrivée du docteur Masson dans la salle d'attente. « Léo et Valentin Bloom ?» avait-il lancé depuis le pas de la porte de la salle. Les deux enfants et l'inspecteur se levèrent. Pendant l'auscultation des deux enfants, le médecin de famille des Bloom discutait avec l'inspecteur. « Comment se porte Emma ?»« Plutôt bien. Son nouveau boulot lui plaît, mais elle est assez fatiguée ces derniers temps. »« Et vous, inspecteur, comment vous allez ?»« Du mieux que je puisse. Cet après-midi, c'est l'hommage aux victimes de l'hiver 2017. Tous les flics de la ville sont priés de se présenter devant la mairie pour écouter le discours du maire. »« Il est sympa, le Fabrice Pavier. » déclara le médecin avant de demander à Valentin de tousser, tandis qu'il collait l'embout de son stéthoscope dans son dos. « Hé, c'est froid !» s'était exclamé le petit garçon. L'inspecteur reprit la discussion. « Oui, c'est vrai qu'il est sympa, mais c'est un politique comme les autres. Il a clairement fait des tragiques événements d'il y a 2 ans son principal pilier électoral. Je trouve qu'il joue un peu trop sur la corde sensible de l'hommage et du devoir de mémoire. » C'est vrai qu'avoir fait graver le nom des victimes dans le hall de la mairie, c'était peut-être un peu too much, commenta le docteur Masson. C'est bon, tu peux te rhabiller, Valentin, déclara-t-il avant d'inviter Léo à s'asseoir à son tour sur la table d'auscultation. Une fois les 2 fils de l'inspecteur examinés,
Tout le monde s'assit autour du bureau du médecin. Bon, eh bien, pas de surprise, on est devant un vilain cas de grippe pour chacun d'entre eux, s'exclama le médecin. Je vais vous prescrire du paracétamol pour la fièvre ainsi qu'un spray pour déboucher les sinus. 2 semaines de repos, il vous faut un mot pour l'école? Oui, s'il vous plaît, déclara l'inspecteur. Dehors, il faisait un froid de canard. Un vent sec et glacial projetait d'épais flocons de neige contre les vitres de la voiture de fonction de l'inspecteur. Les enfants et lui étaient restés tout au plus 30 minutes chez le médecin, et déjà, la neige avait recouvert le pare-brise du véhicule. L'inspecteur fit monter Léo et Valentin dans la voiture, mit le chauffage à fond et ressortit pour déneiger. Une fois l'opération terminée, il se rendit à son domicile afin d'y déposer les 2 garçons. « Léo, s'il te plaît, garde un œil sur Valentin et te colle pas devant l'ordinateur », a-t-il annoncé à son fils aîné avant de quitter sa maison en direction de la mairie. Avec le blizzard, les routes étaient difficilement praticables et l'inspecteur pestait contre la conduite imprudente de certains riverains. « Oh, lui, je vais me le faire !» s'exclama-t-il lorsqu'une petite Clio grise sans pneu neige lui grilla la priorité. L'inspecteur alluma sa sirène et fit signe à la Clio de se garer sur le bas-côté. Le conducteur s'exécuta. L'inspecteur sortit de son véhicule après avoir coupé la sirène. Il s'avança dans le froid en direction de la Clio et demanda au conducteur de baisser la vitre, ce qu'il fit. « Bonjour monsieur, coupez le contact s'il vous plaît. » L'homme s'exécuta. Il semblait stressé. « Désolé, je... » Permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. Le conducteur de la Clio ouvrit la boîte à gants, mais au lieu d'en sortir des papiers, il en sortit un revolver qu'il pointa dans la direction du policier. Je suis désolé, déclara-t-il quelques secondes avant de tirer dans le ventre de l'inspecteur Bloom qui s'effondra dans la neige, tandis que la Clio démarrait en trombe. L'inspecteur était allongé dans le froid glacial de l'hiver marmottanais. La neige qui l'entourait virait peu à peu au rouge sang. Il se vidait de sa vie, tandis qu'il fixait le ciel gris, d'où provenaient quantité de flocons. Il pensait à Emma, Léo et Valentin. Il avait froid. Il était bloqué dans cette espèce d'instant présent qui n'en finissait pas. Les secondes paraissaient être des minutes et les minutes des heures. Quantité de questions se bousculaient dans sa tête. Il se demandait ce qui lui était arrivé. Il avait du mal à réaliser la situation. Pourquoi cet homme lui avait-il tiré dessus? Pendant ce temps, devant la mairie, le commissaire Tassier commençait à s'impatienter. « Bon sang, mais qu'est-ce qu'il faut, Bloom ?» a-t-il demandé à l'officier Wolf, une nouvelle recrue. « Je ne sais pas, monsieur. Vous avez essayé de l'appeler ?»« Oui, il ne répond pas, ce con, » déclara Tassier. « Il lui est peut-être arrivé quelque chose, » répondit le policier à son supérieur. « Si vous voulez mon avis, il a juste oublié la cérémonie, monsieur. » lança le sergent Hudson, lui aussi nouveau dans l'équipe. Il faut dire que, suite à l'affaire du décapiteur fou, la quasi-totalité des membres de la police marmottanaise ont demandé à être mutés ou ont tout simplement décidé de retourner à la vie civile. Par conséquent, ils furent remplacés par du sang neuf. Sang neuf auquel la hiérarchie a pris soin de minimiser la tragédie survenue 2 ans plus tôt, omettant au passage les aspects magiques de la dite tragédie. Le commissaire Tassier et l'inspecteur Bloom étaient donc les seuls au poste à connaître la totalité de l'histoire. Ils avaient bien tenté de râler contre leurs supérieurs, mais la décision émanait directement du ministère de l'Intérieur, et mieux valait-il ne pas se fâcher avec ces gens-là. Alors que le commissaire consultait sa montre, il se rendit compte que le discours du maire de Marmottin, Fabrice Pavier, allait commencer d'une minute à l'autre. Il ordonna alors au sergent Hudson de se rendre au domicile des Bloom. Le sergent monta dans un véhicule de police et alluma les gyrophares. Il démarra et emprunta la route qui menait à la maison de l'inspecteur. Sur le trajet, il vit un homme allongé dans la neige. Cet homme, c'était l'inspecteur Bloom. Il avait perdu connaissance. « Oh, chiot, s'exclama le sergent en bondissant hors de son véhicule. Il se précipita vers le corps gisant de son supérieur. Par miracle, il respirait encore. « Centrale, ici Hudson. J'ai besoin de toute urgence d'une ambulance rue du Corbet. Un homme à terre. Je répète, un homme à terre. » La nouvelle ne tarda pas à remonter aux oreilles du commissaire Tassier, qui s'empressa de quitter la place de la mairie, tandis que la cérémonie d'hommage commençait. Il rejoignit le sergent Hudson au moment même où les pompiers installaient l'inspecteur Bloom dans l'ambulance. « Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda le commissaire Tassier à Hudson. « On lui a tiré dessus, commissaire. » Cela faisait 2 ans qu'aucun crime grave n'avait été commis à Marmottin. Un frisson parcourut le corps du commissaire. Il y avait anguille sous roche, et il le savait. Il sentait que ceci n'était que le début d'une chose encore plus grave. « Hudson ?» demanda le commissaire tandis que l'ambulance s'éloignait.
Oui, commissaire? Prévenez Emma Bloom. Moi, je fonce à l'hôpital. L'inspecteur Bloom était au bloc depuis plus d'1 heure. Dans la salle d'attente se trouvait le commissaire Tassier et Emma Bloom. Elle avait pris la décision de venir seule, sans avertir ses enfants. Sa voisine, Julie Marlin, les gardait chez eux. « Vous allez bien, Emma ?» demanda le commissaire. « À votre avis, que s'est-il passé, bon sang ?» Vu la disposition de son véhicule et de son corps, on pense qu'il a réalisé un contrôle qui a mal tourné. On est en train d'essayer de passer en revue le peu de caméras de surveillance dont dispose la ville. Avec un peu de chance, l'une d'elles a filmé l'agresseur de Nathan. Soudain, un homme cinquantenaire en costume cravate, très propre sur lui, avec une barbe de 3 jours et des lunettes qui lui grossissaient quelque peu les yeux, fit irruption dans la salle d'attente. « Alias, tu es venu !» s'exclama le commissaire Tassier. « Bien évidemment, Philippe !» répondit l'ex-agent de la DGSI avant d'aller faire la bise à la femme de l'inspecteur. « Des nouvelles de Bennett ?» demanda le commissaire, curieux. « On s'est croisés du côté de Montpellier il y a quelque temps. J'ai également reçu un rapport indiquant qu'il avait été vu à Castel-les-Pins. » Tu reçois encore des rapports alors que t'es à la retraite? Oui, enfin non. C'est compliqué. Disons que les choses ont pas mal bougé depuis il y a 2 ans. Tu ne peux pas me raconter? Désolé, si je t'en parle, je vais devoir te tuer. Je vois. Mon mari est entre la vie et la mort et vous tapez la discussion comme si de rien n'était? S'énerva la femme de l'inspecteur. Désolé, Emma, répondit le commissaire. La discussion fut interrompue par l'arrivée de la chirurgienne dans la salle d'attente. Il était 21h30. Bonne nouvelle, il est tiré d'affaire, s'exclama-t-elle en retirant ses gants ensanglantés. On va pouvoir le placer en chambre à son réveil. Dieu soit loué, s'exclama la femme de l'inspecteur en se jetant dans les bras de celle qui avait sauvé l'homme de sa vie. Quand est-ce que nous pourrons l'interroger? Demanda le commissaire. Vu l'état dans lequel il se trouve, je pense que ce ne sera pas avant demain matin. Très bien, merci, docteur, déclara Alias. Emma retourna auprès de ses enfants pour leur expliquer que leur papa était à l'hôpital, tandis que le commissaire Tassier et Alias se dirigeaient vers la cafétéria. « C'est quand même dingue, cette histoire », déclara le commissaire en s'asseyant face à Alias, un café à la main. « En tout cas, j'espère que c'est un incident isolé, » répondit Alias. « Dis-moi, maintenant que nous sommes tous les deux, tu voudrais pas un peu me raconter ?» L'ami de longue date du commissaire Tassier hésita quelques instants, puis il se décida finalement à raconter. À la suite des événements de Marmottin, le gouvernement a décidé de prendre au sérieux la question des livres interdits que recherche Bennett. Bien entendu, au début, c'était avec un certain scepticisme, mais c'est remonté au plus haut niveau de l'État. Un beau matin, j'ai été convoqué au ministère des Armées où j'ai rencontré le SEMA, Maurice Druon. « Le SEMA ?» demanda Tassier. « Le chef d'état-major des armées. » « Ah oui, je vois. » On s'est dans un premier temps entretenu seul à seul, puis j'ai été reconvoqué ultérieurement pour assister à des réunions. Il y avait même parfois certains ministres qui y siégeaient. On m'a posé toutes sortes de questions sur les livres, sur Bennett, sur ce qui s'était réellement passé à Marmottin. « Tu leur as tout raconté ?» demanda Tassier, curieux. « Oui, ça m'a semblé nécessaire. Le fait est que, contrairement à ce à quoi je m'attendais, ils m'ont écouté d'une oreille attentive et ont compris l'importance de la mission de Bennett et les dangers que pouvaient représenter certains ouvrages. Du coup, un budget occulte fut débloqué pour créer ce qu'on appelle la division Plume d'Argent. » « La division Plume d'Argent? Pourquoi ce nom? » C'est une histoire que je te raconterai peut-être plus tard. Mais le fait est qu'étant le plus calé concernant ces fameux livres magiques, c'est à moi qu'on a confié la direction de cette division. « Ah, c'est donc pour ça que tu as un costard flambant neuf !» plaisanta le commissaire. « Non, pas du tout. Ça, c'est parce que je possède une chose que tu n'auras jamais, Philippe. » répondit Alias, un sourire en coin. « Quoi donc ?» demanda le commissaire. « La classe. » Les deux hommes éclatèrent de rire. « Et du coup, en quoi consiste ta mission ?» Je dois prêter assistance à Bennett en toutes circonstances, enfin quand j'arrive à le joindre. Et on a des équipes entières chargées de trouver des ouvrages qui n'ont rien à faire dans notre monde. Et tu n'as pas peur que le gouvernement s'en serve à son propre compte de ces satanés bouquins? Évidemment, c'est pour ça que je me débrouille pour qu'Andrew ait toujours un coup d'avance sur la division. Dans tous les cas, je fais confiance à mes gars. C'est des politiques dont je me méfie. Comment tu sais que tu peux leur faire confiance à tes gars? Demanda le commissaire en buvant une gorgée de café. Ils savent pourquoi ils se battent. Sur ces mots, Alias montra à son ami la chevalière qu'il portait à son annulaire gauche. Elle était frappée d'une plume en argent. C'est à ça qu'on reconnaît les membres de la division. Chaque personne qui porte cette chevalière est prête à mourir pour protéger la population d'influences magiques néfastes. C'est joli ce que tu dis, mais je te trouve un poil trop dramatique, commenta Tassier.
Tu sais, Philippe, il y a des choses que je sais et que j'ai vues. Ça fait froid dans le dos. Je ne veux pas que ça arrive ici. De quoi tu parles? Désolé, mais je ne peux pas t'en dire plus. Pas pour le moment. Sur ces mots, Alias se leva et remit sa veste. Je vais aller me reposer à l'hôtel. On se revoit demain. Bonne nuit, mon ami. Bonne nuit. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.